Chapitre 28 de La Tulipe Noire d'Alexandre Dumas. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 28 La chanson des fleurs. Pendant que s'accomplissaient les événements que nous venons de raconter, le malheureux Van Baerle, oublié dans la chambre de la forteresse de Loevestein, souffrait de la part de Griffus tout ce qu'un prisonnier peut souffrir quand son geôlier a pris le parti bien arrêté de se transformer en bourreau. Griffus, ne recevant aucune nouvelle de Rosa, aucune nouvelle de Jacob, Griffus se persuada que tout ce qui lui arrivait était l'œuvre du démon et que le docteur Cornelius Van Baerle était l'envoyé de ce démon sur la terre. Il en résulta qu'un beau matin, c'était le 3e jour depuis la disparition de Jacob et de Rosa, il en résulta qu'un beau matin, il monta à la chambre de Cornelius plus furieux encore que de coutume. Celui-ci, les coudes appuyés sur la fenêtre, la tête appuyée sur ses 2 mains, les regards perdus dans l'horizon brumeux que les moulins de Dordrecht battaient de leurs ailes, aspirait l'air pour refouler ses larmes et empêcher sa philosophie de s'évaporer. Les pigeons y étaient toujours, mais l'espoir n'y était plus, mais l'avenir manquait. Hélas, Rosa surveillée ne pourrait plus venir. Pourrait-elle seulement écrire, et si elle écrivait, pourrait-elle lui faire parvenir ses lettres? Non. Il avait vu la veille et la surveille trop de fureur et de malignité dans les yeux du vieux Griffus pour que sa vigilance se ralentît un moment. Et puis, outre la réclusion, outre l'absence, n'avait-elle pas à souffrir des tourments pires encore? Ce brutal, ce sacripant, cet ivrogne, ne se vengeait-il pas à la façon des pères du théâtre grec? Quand le genièvre lui montait au cerveau, ne donnait-il pas à son bras, trop bien raccommodé par Cornelius, la vigueur de 2 bras et d'un bâton? Cette idée que Rosa était peut-être maltraitée exaspérait Cornelius. Il sentait alors son inutilité, son impuissance, son néant. Il se demandait si Dieu était bien juste d'envoyer tant de maux à 2 créatures innocentes. Et certainement, dans ces moments-là, il doutait. Le malheur ne rend pas crédule. Van Baerle avait bien formé le projet d'écrire à Rosa. Mais où était Rosa? Il avait bien eu l'idée d'écrire à La Haye pour prévenir de ce que Griffus voulait sans doute amasser par une dénonciation de nouveaux orages sur sa tête. Mais avec quoi écrire? Griffus lui avait enlevé crayon et papier. D'ailleurs, eût-il l'un et l'autre, ce ne serait certainement pas Griffus qui se chargerait de sa lettre. Alors Cornelius passait et repassait dans sa tête toutes ces pauvres ruses employées par les prisonniers. Il avait bien songé à une évasion, chose à laquelle il ne songeait pas quand il pouvait voir Rosa tous les jours. Mais plus il y pensait, plus une évasion lui paraissait impossible. Il était de ces natures choisies qui ont horreur du commun et qui manquent souvent toutes les bonnes occasions de la vie, faute d'avoir pris la route du vulgaire, ce grand chemin des gens médiocres, et qui les mène à tout. Comment serait-il possible, se disait Cornelius, que je susse m'enfuir de Loevestein, d'où s'enfuit jadis M. de Grotius? Depuis cette évasion, n'a-t-on pas tout prévu? Les fenêtres ne sont-elles pas gardées? Les portes ne sont-elles pas doubles ou triples? Les postes ne sont-ils pas 10 fois plus vigilants? Puis, outre les fenêtres gardées, les portes doubles, les postes plus vigilants que jamais, n'ai-je pas un Argus infaillible? Un Argus d'autant plus dangereux qu'il a les yeux de la haine, Griffus? Enfin, n'est-il pas une circonstance qui me paralyse? L'absence de Rosa? Quand j'userais 10 ans de ma vie à fabriquer une lime pour scier mes barreaux, à tresser des cordes pour descendre par la fenêtre, ou me coller des ailes aux épaules pour m'envoler comme des dalles, mais je suis dans une période de mauvaise chance. La lime s'émoussera, la corde se rompra, mes ailes fondront au soleil, je me tuerai mal,
On me ramassera boiteux, manchot, cul-de-jatte. On me classera dans le musée de la Haye, entre le pourpoint taché de sang de Guillaume le Taciturne et la femme marine recueillie à Stavesson, et mon entreprise n'aura eu pour résultat que de me procurer l'honneur de faire partie des curiosités de la Hollande. Mais non, et cela vaut mieux. Un beau jour, Griffus me fera quelque noirceur. Je perds la patience depuis que j'ai perdu la joie et la société de Rosa, et surtout depuis que j'ai perdu mes tulipes. Il n'y a pas à en douter. Un jour ou l'autre, Griffus m'attaquera d'une façon sensible à mon amour-propre, à mon amour ou à ma sûreté personnelle. Je me sens, depuis ma réclusion, une vigueur étrange, hargneuse, insupportable. J'ai des prurites de lutte, des appétits de bataille, des soifs incompréhensibles de horion. Je sauterai à la gorge de mon vieux scélérat et je l'étranglerai. Cornélius, à ces derniers mots, s'arrêta un instant, la bouche contractée, l'œil fixe. Il retournait avidement dans son esprit une pensée qui lui souriait. « Eh mais, continua Cornélius, une fois Griffus étranglé, pourquoi ne pas lui prendre les clés? Pourquoi ne pas descendre l'escalier comme si je venais de commettre l'action la plus vertueuse? Pourquoi ne pas aller trouver Rosa dans sa chambre? Pourquoi ne pas lui expliquer le fait et sauter avec elle de sa fenêtre dans le Valhall? Je sais certes assez bien nager pour deux. Rosa, mais mon Dieu, ce Griffus est son père. Elle ne m'approuvera jamais, quelque affection qu'elle ait pour moi, de lui avoir étranglé ce père, si brutal qu'il fût, si méchant qu'il ait été. Besoin alors sera d'une discussion, d'un discours pendant la péroraison duquel arrivera quelque sous-chef ou quelque porte-clés qui aura trouvé Griffus râlant encore ou étranglé tout à fait et qui me remettra la main sur l'épaule. Je reverrai alors le Buitenhof et l'éclair de cette vilaine épée qui, cette fois, ne s'arrêtera pas en route et fera connaissance avec ma nuque. Point de cela, Cornélius, mon ami, c'est un mauvais moyen. Mais alors, que devenir et comment retrouver Rosa? Telles étaient les réflexions de Cornélius 3 jours après la scène funeste de séparation entre Rosa et son père, juste au moment où nous avons montré au lecteur Cornélius accoudé sur sa fenêtre. C'est dans ce moment même que Griffus entra. Il tenait à la main un énorme bâton. Ses yeux étincelaient de mauvaises pensées. Un mauvais sourire crispait ses lèvres. Un mauvais balancement agitait son corps. Et dans sa taciturne personne, tout respirait les mauvaises dispositions. Cornélius, rompu, comme nous venons de le voir, par la nécessité de la patience, nécessité que le raisonnement avait mené jusqu'à la conviction, Cornélius l'entendit entrer, devina que c'était lui, mais ne se détourna même pas. Il savait que cette fois Rosa ne viendrait pas derrière lui. Rien n'est plus désagréable aux gens qui sont en veine de colère que l'indifférence de ceux à qui cette colère doit s'adresser. On a fait des frais, on ne veut pas les perdre. On s'est monté la tête, on a mis son sang en ébullition. Ce n'est pas la peine si cette ébullition ne donne pas la satisfaction d'un petit éclat. Tout honnête coquin qui a aiguisé son mauvais génie désire au moins en faire une bonne blessure à quelqu'un. Aussi Griffus, voyant que Cornélius ne bougeait point, se mit à l'interpeller par un vigoureux « Cornélius chantonna entre ses dents la chanson des fleurs, triste mais charmante chanson. Nous sommes les filles du feu secret, du feu qui circule dans les veines de la terre. Nous sommes les filles de l'aurore et de la rosée. Nous sommes les filles de l'air, nous sommes les filles de l'eau. Mais nous sommes avant tout les filles du ciel. Cette chanson, dont l'air calme et doux augmentait la placide mélancolie, exaspéra Griffus. Il frappa la dalle de son bâton en criant
Hé, monsieur le chanteur, ne m'entendez-vous pas? Cornélius se retourna. Bonjour, dit-il, et il reprit sa chanson. Les hommes nous souhaitent et nous tuent en nous aimant. Nous tenons à la terre par un fil. Ce fil, c'est notre racine, c'est-à-dire notre vie. Mais nous levons le plus haut que nous pouvons nos bras vers le ciel. Ah, sorcier maudit, tu te moques de moi, je pense, cria Griffus. Cornélius continua. C'est que le ciel est notre patrie, notre véritable patrie, puisque de lui vient notre âme, puisqu'à lui retourne notre âme, c'est-à-dire notre parfum. Griffus s'approcha du prisonnier. Mais tu ne vois donc pas que j'ai pris le bon moyen pour te réduire et pour te forcer à m'avouer tes crimes? Est-ce que vous êtes fou, mon cher monsieur Griffus? Demanda Cornélius en se retournant. Et comme en disant cela, il vit le visage altéré, les yeux brillants, la bouche écumante du vieux geôlier. Diable, dit-il, nous sommes plus que fous à ce qu'il paraît, nous sommes furieux. Griffus fit le moulinette avec son bâton, mais sans s'émouvoir. Ça, maître Griffus, dit Van Baerle en se croisant les bras, vous paraissez me menacer. Oh oui, je te menace, cria le geôlier. Et de quoi? D'abord, regarde ce que je tiens à la main. Je crois que c'est un bâton, dit Cornélius avec calme, et même un gros bâton. Mais je ne suppose point que ce soit là ce dont vous me menacez. Ah, tu ne supposes pas cela, et pourquoi? Parce que tout geôlier qui frappe un prisonnier s'expose à 2 punitions. La première, article 9 du règlement de Loevestein, sera chassé tout geôlier, inspecteur ou porte-clés qui portera la main sur un prisonnier d'État. La main, fit Griffus ivre de colère. Mais le bâton, ah, le bâton, le règlement n'en parle pas. La deuxième, continua Cornélius, la deuxième qui n'est pas inscrite au règlement, mais que l'on trouve dans l'Évangile, la deuxième la voici. Quiconque frappe de l'épée périra par l'épée. Quiconque touche avec le bâton sera rossé par le bâton. Griffus, de plus en plus exaspéré par le ton calme et sentencieux de Cornélius, brandit son gourdin. Mais au moment où il le levait, Cornélius s'élança sur lui, le lui arracha des mains et le mit sous son propre bras. Griffus hurlait de colère. Là, là, bonhomme, dit Cornélius, ne vous exposez point à perdre votre place. Ah, sorcier, je te pincerai autrement, va, rugit Griffus. À la bonne heure. Tu vois que ma main est vide? Oui, je le vois, et même avec satisfaction. Tu sais qu'elle ne l'est pas habituellement lorsque le matin je monte l'escalier. Ah, c'est vrai, vous m'apportez d'habitude la plus mauvaise soupe ou le plus piteux ordinaire que l'on puisse imaginer. Mais ce n'est point un châtiment pour moi. Je ne me nourris que de pain, et le pain, plus il est mauvais à ton goût, Griffus, meilleur il est au mien. Plus il est meilleur au tien? Oui. Et la raison? Oh, elle est bien simple. Dites-la donc alors. Volontiers. Je sais qu'en me donnant du mauvais pain, tu crois me faire souffrir. Le fait est que je ne te le donne pas pour t'être agréable, brigand. Eh bien, moi qui suis sorcier, comme tu le sais, je change ton mauvais pain en un pain excellent qui me réjouit plus que des gâteaux. Et alors j'ai un double plaisir, celui de manger à mon goût d'abord, et ensuite de te faire infiniment enrager. Griffus hurla de colère. Ah, tu avoues donc que tu es sorcier, dit-il. Parbleu, si je le suis. Je ne le dis pas devant le monde, parce que cela pourrait me conduire au bûcher comme Gaufredi ou Urbain Grandier, mais quand nous ne sommes que nous deux, je n'y vois pas d'inconvénient. Bon, 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 répondit Griffus,
Mais si un sorcier fait du pain blanc avec du pain noir, le sorcier ne meurt-il pas de faim s'il n'a pas de pain du tout? Hein? Fit Cornélius. Donc je ne t'apporterai plus de pain du tout, et nous verrons au bout de 8 jours. Cornélius pâlit. Et cela, continua Griffus, à partir d'aujourd'hui. Puisque tu es si bon sorcier, voyons, change en pain les meubles de ta chambre. Quant à moi, je gagnerai tous les jours les 18 sous que l'on me donne pour ta nourriture. Mais c'est un assassinat! S'écria Cornélius, emporté par un premier mouvement de terreur bien compréhensible et qui lui était inspiré par cet horrible genre de mort. Bon, continua Griffus le raillant, bon, puisque tu es sorcier, tu vivras malgré tout. Cornélius reprit son air riant et, haussant les épaules, « Est-ce que tu ne m'as pas vu faire venir ici les pigeons de Dordrecht ?»« Eh bien, dit Griffus, eh bien, c'est un joli rôti que le pigeon. Un homme qui mangerait un pigeon tous les jours ne mourrait pas de faim, ce me semble. »« Et du feu ?» dit Griffus. « Du feu? Mais tu sais bien que j'ai fait un pacte avec le diable. Penses-tu que le diable me laissera manquer de feu quand le feu est son élément? Un homme si robuste qu'il soit ne saurait manger un pigeon tous les jours. Il y a eu des paris de fait, et les parieurs ont renoncé. »« Eh bien, mais, dit Cornélius, quand je serai fatigué des pigeons, je ferai monter les poissons du Waal et de la Meuse. » Griffus ouvrit de larges yeux effarés. « J'aime assez le poisson, continua Cornélius. Tu ne m'en sers jamais? Eh bien, je profiterai de ce que tu veux me faire mourir de faim pour me régaler de poisson. » Griffus faillit s'évanouir de colère et même de peur, mais se ravisant, « Eh bien, dit-il en mettant la main dans sa poche, puisque tu m'y forces, et il en tira un couteau qu'il ouvrit. « Ah! Un couteau !» fit Cornélius se mettant en défense avec son bâton. Fin du chapitre 28, enregistré par Ezois en Belgique en septembre 2020. Chapitre 29 de La Tulipe Noire d'Alexandre Dumas. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 29, où Van Baerle, avant de quitter Loevestein, règle ses comptes avec Griffus. Tous deux demeurèrent un instant, Griffus sur l'offensive, Van Baerle sur la défensive. Puis, comme la situation pouvait se prolonger indéfiniment, Cornélius s'enquérant des causes de cette recrudescence de colère chez son antagoniste, « Eh bien, lui demanda-t-il, que voulez-vous encore ? » « Ce que je veux, je vais te le dire, répondit Griffus. « Je veux que tu me rendes ma fille Rosa. »« Votre fille ?» s'écria Cornélius. « Oui, Rosa, Rosa, que tu m'as enlevée par ton art du démon. Voyons, veux-tu me dire où elle est ?» Et l'attitude de Griffus devint de plus en plus menaçante. « Rosa n'est point à Loevestein !» s'écria Cornélius. « Tu le sais bien. Veux-tu me rendre Rosa encore une fois ?»« Bon, dit Cornélius, c'est un piège que tu me tends. Une dernière fois, veux-tu me dire où est ma fille ? Eh, devine-le, coquin, si tu ne le sais pas. »« Attends, attends, gronda Griffus, pâle et les lèvres agitées par la folie qui commençait à envahir son cerveau. Ah, tu ne veux rien dire ? Eh bien, je vais te desserrer les dents. Il fit un pas vers Cornélius et lui montrant l'arme qui brillait dans sa main. « Vois-tu ce couteau ?» dit-il. « Eh bien, j'ai tué avec plus de 50 coqs noirs. Je tuerai bien leur maître, le diable, comme je les ai tués eux. Attends, attends. »« Mais gredin, dit Cornélius, tu veux donc décidément m'assassiner ? » ?»« Je veux t'ouvrir le cœur pour voir dedans l'endroit où tu caches ma fille. » Et en disant ces mots avec l'égarement de la fièvre, Griffus se précipita sur Cornélius, qui n'eut que le temps de se jeter derrière sa table pour éviter le premier coup. Griffus brandissait son grand couteau en proférant d'horribles menaces. Cornélius prévit que, s'il était hors de la portée de la main, il n'était pas hors de la portée de l'arme. L'arme lancée à distance pouvait traverser l'espace et venir s'enfoncer dans sa poitrine. Il ne perdit donc pas de temps, et du bâton qu'il avait précieusement conservé, il asséna un vigoureux coup sur le poignet qui tenait le couteau.
Le couteau tomba par terre, et Cornélius appuya son pied dessus. Puis, comme Griffus paraissait vouloir s'acharner à une lutte que la douleur du coup de bâton et la honte d'avoir été désarmé 2 fois auraient rendu impitoyable, Cornélius prit un grand parti. Il roua de coups son geôlier avec un sang-froid des plus héroïques, choisissant l'endroit où tombait chaque fois le terrible gourdin. Griffus ne tarda point à demander grâce. Mais avant de demander grâce, il avait crié, et beaucoup. Ses cris avaient été entendus et avaient mis en émoi tous les employés de la maison. 2 porte-clés, un inspecteur et 3 ou 4 gardes parurent donc tout à coup et surprirent Cornélius opérant le bâton à la main, le couteau sous le pied. À l'aspect de tous ces témoins du méfait qu'il venait de commettre, et dont les circonstances atténuantes, comme on dit aujourd'hui, étaient inconnues, Cornélius se sentit perdu, sans ressources. En effet, toutes les apparences étaient contre lui. En un tour de main, Cornélius fut désarmé, et Griffus, entouré, relevé, soutenu, put compter, en rugissant de colère, les meurtrissures qui enflaient ses épaules et son échine, comme autant de collines d'y apprend le piton d'une montagne. Procès-verbal fut dressé, séance tenante, des violences exercées par le prisonnier sur son gardien, et le procès-verbal soufflé par Griffus ne pouvait pas être accusé de tiédeur. Il ne s'agissait de rien moins que d'une tentative d'assassinat préparée depuis longtemps et accomplie sur le geôlier avec préméditation par conséquent et rébellion ouverte. Tandis qu'on instrumentait contre Cornélius, les renseignements donnés par Griffus rendant sa présence inutile, les 2 porte-clés l'avaient descendu dans sa geôle, moulu de coups et gémissant. Pendant ce temps, les gardes qui s'étaient emparés de Cornélius s'occupaient à l'instruire charitablement des us et coutumes de Loevestein, qu'il connaissait du reste aussi bien qu'eux, lecture lui ayant été faite du règlement au moment de son entrée en prison, et certains articles du règlement lui étaient parfaitement entrés dans la mémoire. Il lui racontait en outre comment l'application de ce règlement avait été faite à l'endroit d'un prisonnier nommé Mathias, qui, en 1668, c'est-à-dire 5 ans auparavant, avait commis un acte de rébellion bien autrement anodin que celui que venait de se permettre Cornélius. Il avait trouvé sa soupe trop chaude et l'avait jetée à la tête du chef des gardiens qui, à la suite de cette ablution, avait eu le désagrément, en s'essuyant le visage, de s'enlever une partie de la peau. Mathias, dans les 12 heures, avait été extrait de sa chambre, puis conduit à la geôle, où il avait été inscrit comme sortant de Loevestein, puis mené à l'esplanade, dont la vue est fort belle et embrasse 11 lieues d'étendue. Là, on lui avait lié les mains, puis bandé les yeux, récité 3 prières, puis on l'avait invité à faire une génuflexion, et les gardes de Loevestein, au nombre de 12, lui avaient, sur un signe fait par un sergent, logé fort habilement chacun une balle de mousquet dans le corps. Ce dont Mathias était mort incontinent. Cornélius écouta avec la plus grande attention ce récit désagréable. Puis, l'ayant écouté, « Ah, ah, dit-il, dans les 12 heures, dites-vous » ? « Oui, la 12e heure n'était pas même encore sonnée, à ce que je crois, dit le narrateur. « Merci, dit Cornélius. Le garde n'avait pas terminé le sourire gracieux qui servait de ponctuation à son récit qu'un pas sonore retentit dans l'escalier. Des éperons sonnaient aux arêtes usées des marches. Les gardes s'écartèrent pour laisser passer un officier. Celui-ci entra dans la chambre de Cornélius au moment où le scribe de Loevestein verbalisait encore. « C'est ici le numéro 11 » demanda-t-il. « Oui, colonel » répondit un sous-officier. « Alors, c'est ici la chambre du prisonnier Cornélius Van Baerle ?»« Précisément, colonel. Où est le prisonnier ?»« Me voici, monsieur, » répondit Cornélius en pâlissant un peu malgré tout son courage. « Vous êtes monsieur Cornélius Van Baerle ?» demanda-t-il, s'adressant cette fois au prisonnier lui-même. « Oui, monsieur. »« Alors, suivez-moi. »« Oh, oh !» dit Cornélius, dont le cœur se soulevait, pressé par les premières angoisses de la mort. « Comme on va vite en besogne à la forteresse de Loevestein, et le drôle qui m'avait parlé de 12 heures !»« Hein, qu'est-ce que je vous ai dit ?» fit le garde historien à l'oreille du patient.
Un mensonge. Comment cela? Vous m'aviez promis 12 heures. Ah oui, mais l'on vous envoie un aide de camp de son Altesse, un de ses plus intimes même, monsieur Van Dyck. Peste, on n'a pas fait un pareil honneur au pauvre Mathias. Allons, allons, fit Cornélius, en renflant sa poitrine avec la plus grande quantité d'air possible. Allons, montrons à ces gens-là qu'un bourgeois, filleul de Corneille de Witt, peut, sans faire la grimace, contenir autant de balles de mousquet qu'un nommé Mathias. Et il passa fièrement devant le greffier qui, interrompu dans ses fonctions, se hasarda à dire à l'officier « Mais, colonel Van Dyck, le procès-verbal n'est pas encore terminé. »« Ce n'est point la peine de le finir, » répondit l'officier. « Bon, » répliqua le scribe en serrant philosophiquement ses papiers et sa plume dans un portefeuille usé et crasseux. « Il était écrit, » pensa le pauvre Cornélius, « que je ne donnerais mon nom en ce monde ni à un enfant, ni à une fleur, ni à un livre. Ces trois nécessités dont Dieu impose une au moins, à ce que l'on assure, à tout homme un peu organisé, qu'il daigne laisser jouir sur terre de la propriété d'une âme et de l'usufruit d'un corps. » Et il suivit l'officier, le cœur résolu et la tête haute. Cornélius compta les degrés qui conduisaient à l'esplanade, regrettant de ne pas avoir demandé au gardien combien il y en avait, ce que, dans son officieuse complaisance, celui-ci n'eût certes pas manqué de lui dire. Tout ce que redoutait le patient dans ce trajet, qu'il regardait comme celui qui devait définitivement le conduire au but du grand voyage, c'était de voir Gryphus et de ne pas voir Rosa. Quelle satisfaction, en effet, devait briller sur le visage du père! Quelle douleur sur le visage de la fille! Comme Gryphus allait applaudir à ce supplice! À ce supplice, vengeance féroce d'un acte éminemment juste, que Cornélius avait la conscience d'avoir accompli comme un devoir. Mais Rosa, la pauvre fille, s'il ne la voyait pas, s'il allait mourir sans lui avoir donné le dernier baiser ou tout au moins le dernier adieu, s'il allait mourir enfin, sans avoir aucune nouvelle de la grande tulipe noire, et se réveiller là-haut, sans savoir de quel côté il fallait tourner les yeux pour la retrouver. En vérité, pour ne pas fondre en larmes dans un pareil moment, le pauvre tulipier avait plus d'es triplex autour du cœur qu'Horace n'en attribue au navigateur qui le premier visita les infâmes écueils acrocéroniens. Cornélius eut beau regarder à droite, Cornélius eut beau regarder à gauche, il arriva sur l'esplanade sans avoir aperçu Rosa, sans avoir aperçu Gryphus. Il y avait presque compensation. Cornélius, arrivé sur l'esplanade, chercha bravement des yeux les gardes de ses exécuteurs et vit en effet une douzaine de soldats rassemblés et causant. Mais rassemblés et causant sans mousquet, rassemblés et causant sans être alignés. Chuchotant même entre eux plutôt qu'ils ne causaient, conduite qui parut à Cornélius indigne de la gravité qui préside d'ordinaire à de pareils événements. Tout à coup, Gryphus clopinant, chancelant, s'appuyant sur une béquille, apparut hors de sa geôle. Il avait allumé pour un dernier regard de haine tout le feu de ses vieux yeux gris de chat. Alors il se mit à vomir contre Cornélius un tel torrent d'abominables imprécations que Cornélius, s'adressant à l'officier, « Monsieur, dit-il, je ne crois pas qu'il soit bien séant de me laisser ainsi insulter par cet homme, et cela surtout dans un pareil moment. »« Écoutez donc, dit l'officier en riant, il est bien naturel que ce brave homme vous en veuille, il paraît que vous l'avez roué de coups. »« Mais, monsieur, c'était à mon corps défendant. »« Bah, dit le colonel en imprimant à ses épaules un geste éminemment philosophique. Bah, laissez-le dire, que vous importe à présent? » Une sueur froide passa sur le front de Cornélius à cette réponse qu'il regardait comme une ironie un peu brutale, de la part surtout d'un officier qu'on lui avait dit être attaché à la personne du prince. Le malheureux comprit qu'il n'avait plus de ressources, qu'il n'avait plus d'amis, et se résigna. « Soit, murmura-t-il en baissant la tête, on en a fait bien d'autres au Christ, et si innocent que je sois, je ne puis me comparer à lui. Le Christ se fût laissé battre par son geôlier et ne l'eût point battu. » Puis, se retournant vers l'officier, qui paraissait complaisamment attendre qu'il eût fini ses réflexions, « Allons, monsieur, demanda-t-il, où vais-je » L'officier lui montra un carrosse attelé de 4 chevaux,
qui lui rappela fort le carrosse qui, dans une circonstance pareille, avait déjà frappé ses regards au Buitenhof. « Montez là-dedans, dit-il. « Ah, murmura Cornelius, il paraît qu'on ne me fera pas les honneurs de l'esplanade à moi. » Il prononça ces mots assez haut pour que l'historien qui semblait attaché à sa personne l'entendît. Sans doute crut-il que c'était un devoir pour lui de donner de nouveaux renseignements à Cornelius, car il s'approcha de la portière, et tandis que l'officier, le pied sur le marchepied, donnait quelque ordre, il lui dit tout bas: « On a vu des condamnés conduits dans leur propre ville, et pour que l'exemple fût plus grand, y subirent leur supplice devant la porte de leur propre maison. Cela dépend. » Cornelius fit un signe de remerciement. Puis à lui-même: « Eh bien, dit-il, à la bonne heure. Voici un garçon qui ne manque jamais de placer une consolation quand l'occasion s'en présente. Ma foi, mon ami, je vous suis bien obligé. Adieu. » La voiture roula. « Ah, scélérat! Ah, brigand !» hurla Griffus en montrant le poing à sa victime qui lui échappait. « Et dire qu'il s'en va sans me rendre ma fille !»« Si l'on me conduit à Dordrecht, dit Cornelius, je verrai en passant devant ma maison si mes pauvres plates-bandes ont été bien ravagées. » Fin du chapitre 29. Enregistré par Ezois en Belgique en octobre 2020. Chapitre 30 de La Tulipe Noire d'Alexandre Dumas. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 30, où l'on commence de se douter à quel supplice était réservé Cornelius Van Baerle. La voiture roula tout le jour. Elle laissa Dordrecht à gauche, traversa Rotterdam, atteignit Delft. À 5 heures du soir, on avait fait au moins 20 lieues. Cornelius adressa quelques questions à l'officier qui lui servait à la fois de garde et de compagnon. Mais si circonspectes que fussent ses demandes, il eut le chagrin de les voir rester sans réponse. Cornelius regretta de n'avoir plus à côté de lui ce garde si complaisant qui parlait, lui, sans se faire prier. Il lui eût sans doute offert sur cette étrangeté, qui survenait dans sa 3e aventure, des détails aussi gracieux et des explications aussi précises que sur les 2 premières. On passa la nuit en voiture. Le lendemain, au point du jour, Cornelius se trouva au-delà de Leyde, ayant la mer du Nord à sa gauche et la mer de Haarlem à sa droite. 3 heures après, il entrait à Haarlem. Cornelius ne savait point ce qui s'était passé à Haarlem, et nous le laisserons dans cette ignorance jusqu'à ce qu'il en soit tiré par les événements. Mais il ne peut pas en être de même du lecteur, qui a le droit d'être mis au courant des choses, même avant notre héros. Nous avons vu que Rosa et la Tulipe, comme 2 sœurs et comme 2 orphelines, avaient été laissées par le prince d'Orange chez le président Van Seystens. Rosa ne reçut aucune nouvelle du statutaire avant le soir du jour où elle l'avait vu en face. Vers le soir, un officier entra chez Van Seystens. Il venait de la part de son Altesse inviter Rosa à se rendre à la maison de ville. Là, dans le grand cabinet des délibérations où elle fut introduite, elle trouva le prince qui écrivait. Il était seul et avait à ses pieds un grand lévrier de frise qui le regardait fixement, comme si le fidèle animal eût voulu essayer de faire, ce que nul homme ne pouvait faire, lire dans la pensée de son maître. Guillaume continua d'écrire un instant encore. Puis, levant les yeux et voyant Rosa debout près de la porte, « Venez, mademoiselle, » dit-il sans quitter ce qu'il écrivait. Rosa fit quelques pas vers la table. « Monseigneur » dit-elle en s'arrêtant. « C'est bien, » fit le prince. « Asseyez-vous. » Rosa obéit, car le prince la regardait. Mais à peine le prince eut-il reporté les yeux sur son papier qu'elle se retira toute honteuse. Le prince achevait sa lettre. Pendant ce temps, le lévrier était allé au-devant de Rosa et l'avait examinée et caressée. « Ah ah !» fit Guillaume à son chien. « On voit bien que c'est une compatriote, tu la reconnais ?» Puis, se retournant vers Rosa et fixant sur elle son regard scrutateur et voilé en même temps, « Voyons, ma fille,
dit-il. Le prince avait 23 ans à peine. Rosa en avait 18 ou 20. Il eût mieux dit en disant ma sœur. Ma fille, dit-il avec cet accent étrangement imposant qui glaçait tous ceux qui l'approchaient, nous ne sommes que nous deux, causons. Rosa commença de trembler de tous ses membres, et cependant il n'y avait rien que de bienveillant dans la physionomie du prince. Monseigneur, balbutia-t-elle, vous avez un père à Louvestein? Oui, monseigneur. Vous ne l'aimez pas? Je ne l'aime pas, du moins, monseigneur, comme une fille devrait aimer. C'est mal de ne pas aimer son père, mon enfant, mais c'est bien de ne pas mentir à son prince. Rosa baissa les yeux. Et pour quelle raison n'aimez-vous point votre père? Mon père est méchant. De quelle façon se manifeste sa méchanceté? Mon père maltraite les prisonniers. Tous? Tous. Mais ne lui reprochez-vous pas de maltraiter particulièrement quelqu'un? Mon père maltraite particulièrement M. Van Barle qui est votre amant. Rosa fit un pas en arrière. Que j'aime, monseigneur, répondit-elle avec fierté. Depuis longtemps? Demanda le prince. Depuis le jour où je l'ai vu. Et vous l'avez vu le lendemain du jour où furent si terriblement mis à mort monsieur le grand pensionnaire Jean et son frère Corneille. Les lèvres du prince se serrèrent, son front se plissa, ses paupières se baissèrent de manière à cacher un instant ses yeux. Au bout d'un instant de silence, il reprit. Mais que sert-il d'aimer un homme destiné à vivre et à mourir en prison? Cela me servira, monseigneur, s'il vit et meurt en prison, à l'aider à vivre et à mourir. Et vous accepteriez cette position d'être la femme d'un prisonnier? Je serai la plus fière et la plus heureuse des créatures humaines étant la femme de M. Van Barle, mais... Mais quoi? Je n'ose dire, monseigneur. Il y a un sentiment d'espérance dans votre accent. Qu'espérez-vous? Elle leva ses beaux yeux sur Guillaume, ses yeux limpides et d'une intelligence si pénétrante qu'ils allèrent chercher la clémence endormie au fond de ce cœur sombre, d'un sommeil qui ressemblait à la mort. Ah, je comprends. Rosa sourit en joignant les mains. Vous espérez en moi, dit le prince. Oui, monseigneur. Le prince cacheta la lettre qu'il venait d'écrire et appela un de ses officiers. Monsieur Van Decken, dit-il, portez à Louvestein le message que voici. Vous prendrez lecture des ordres que je donne au gouverneur, et en ce qui vous regarde, vous les exécuterez. L'officier salua, et l'on entendit retentir sous la voûte sonore de la maison le galop d'un cheval. Ma fille, poursuivit le prince, c'est dimanche la fête de la tulipe, et dimanche c'est après-demain. Faites-vous belle avec les 500 florins que voici, car je veux que ce jour-là soit une grande fête pour vous. Comment votre Altesse veut-elle que je sois vêtue? Murmura Rosa. Prenez le costume des épousées frisonnes, dit Guillaume. Il vous siera fort bien. Fin du chapitre 30. Enregistré par Ezois, en Belgique, en septembre 2020. Chapitre 31 de La Tulipe Noire d'Alexandre Dumas. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 31. Harlem. Harlem, où nous sommes entrés il y a 3 jours avec Rosa, et où nous venons d'entrer à la suite du prisonnier, est une jolie ville, qui s'enorgueillit à bon droit d'être une des plus ombragées de la Hollande. Tandis que d'autres mettaient leur amour-propre à briller par les arsenaux et par les chantiers, par les magasins et par les bazars, Harlem mettait toute sa gloire à primer toutes les villes des États par ses beaux ormes touffus, par ses peupliers élancés, et surtout par ses promenades ombreuses, au-dessus desquelles s'arrondissaient en voûte le chêne, le tilleul et le marronnier. Harlem, voyant que Leyde, sa voisine, et Amsterdam, sa reine, prenaient l'une le chemin de devenir une ville de science et l'autre celui de devenir une ville de commerce,
Haarlem avait voulu être une ville agricole, ou plutôt horticole. En effet, bien close, bien aérée, bien chauffée au soleil, elle donnait aux jardiniers des garanties que toute autre ville, avec ses vents de mer ou ses soleils de plaine, n'eût point su leur offrir. Aussi avait-on vu s'établir à Haarlem tous ces esprits tranquilles qui possédaient l'amour de la terre et de ses biens, comme on avait vu s'établir à Rotterdam et à Amsterdam tous les esprits inquiets et remuants que possède l'amour des voyages et du commerce, comme on avait vu s'établir à La Haye tous les politiques et les mondains. Nous avons dit que Leyde avait été la conquête des savants. Haarlem prit donc le goût des choses douces, de la musique, de la peinture, des vergers, des promenades, des bois et des parterres. Haarlem devint folle des fleurs, et, entre autres fleurs, des tulipes. Haarlem proposa des prix en l'honneur des tulipes, et nous arrivons ainsi, fort naturellement comme on voit, à parler de celui que la ville proposait, le 15 mai 1673, en l'honneur de la grande tulipe noire sans tache et sans défaut, qui devait rapporter 100 000 florins à son inventeur. Haarlem ayant mis en lumière sa spécialité, Haarlem ayant affiché son goût pour les fleurs en général et les tulipes en particulier, dans un temps où tout était à la guerre ou aux séditions, Haarlem ayant eu l'insigne joie de voir fleurir l'idéal de ses prétentions et l'insigne honneur de voir fleurir l'idéal des tulipes, Haarlem, la jolie ville pleine de bois et de soleil, d'ombre et de lumière, Haarlem avait voulu faire de cette cérémonie de l'inauguration du prix une fête qui dura éternellement dans le souvenir des hommes. Et elle en avait d'autant plus le droit que la Hollande est le pays des fêtes. Jamais nature plus paresseuse ne déploya plus d'ardeur criante, chantante et dansante que celle des bons républicains des 7 provinces à l'occasion des divertissements. Voyez plutôt les tableaux des deux Téniers. Il est certain que les paresseux sont de tous les hommes les plus ardents à se fatiguer, non pas lorsqu'ils se mettent au travail, mais lorsqu'ils se mettent au plaisir. Haarlem s'était donc mise triplement en joie, car elle avait à fêter une triple solennité. La tulipe noire avait été découverte, puis le prince Guillaume d'Orange assistait à la cérémonie, en vrai Hollandais qu'il était. Enfin, il était de l'honneur des États de montrer aux Français, à la suite d'une guerre aussi désastreuse que l'avait été celle de 1672, que le plancher de la République batave était solide à ce point qu'on y put danser avec accompagnement du canon des flottes. La société horticole de Haarlem s'était montrée digne d'elle en donnant 100 000 florins d'un oignon de tulipe. La ville n'avait pas voulu rester en arrière, et elle avait voté une somme pareille, qui avait été remise aux mains de ses notables pour fêter ce prix national. Aussi était-ce, au dimanche fixé pour cette cérémonie, un tel empressement de la foule, un tel enthousiasme des citadins, que l'on n'eût pu s'empêcher, même avec ce sourire narquois des Français, qui rient de tout et partout, d'admirer le caractère de ces bons Hollandais, prêts à dépenser leur argent aussi bien pour construire un vaisseau destiné à combattre l'ennemi, c'est-à-dire à soutenir l'honneur de leur nation, que pour récompenser l'invention d'une fleur nouvelle destinée à briller un jour et destinée à distraire pendant ce jour les femmes, les savants et les curieux. En tête des notables et du comité horticole brillait M. Van Seystens, paré de ses plus riches habits. Le digne homme avait fait tous ses efforts pour ressembler à sa fleur favorite par l'élégance sobre et sévère de ses vêtements, et, hâtons-nous de dire à sa gloire, qu'il y avait parfaitement réussi. Noir de jais, velours scabieuse, soie pensée, telle était, avec du linge d'une blancheur éblouissante, la tenue cérémoniale du président, lequel marchait en tête de son comité avec un énorme bouquet pareil à celui que portait, 121 ans plus tard, M. de Robespierre à la fête de l'Être suprême. Seulement, le brave président, à la place de ce cœur gonflé de haine et de ressentiments ambitieux du tribun français, avait dans la poitrine une fleur non moins innocente que la plus innocente de celles qu'il tenait à la main. On voyait derrière ce comité, diapré comme une pelouse, parfumé comme un printemps, les corps savants de la ville, les magistrats, les militaires, les nobles et les rustres. Le peuple, même chez messieurs les républicains des 7 provinces, n'avait point son rang dans cet ordre de marche.
Il faisait la haie. C'est, au reste, la meilleure de toutes les places pour voir et pour avoir. C'est la place des multitudes qui attendent, philosophie des États, que les triomphes aient défilé pour savoir ce qu'il en faut dire et quelquefois ce qu'il en faut faire. Mais cette fois, il n'était question ni du triomphe de Pompée ni du triomphe de César. Cette fois, on ne célébrait ni la défaite de Mithridate ni la conquête des Gaules. La procession était douce comme le passage d'un troupeau de moutons sur terre, inoffensive comme le vol d'une troupe d'oiseaux dans l'air. Harlem n'avait d'autre triomphateur que ses jardiniers. Adorant les fleurs, Harlem divinisait le fleuriste. On voyait au centre du cortège pacifique et parfumé la tulipe noire, portée sur une civière couverte de velours blanc frangé d'or. 4 hommes portaient les brancards et se voyaient relayés par d'autres, ainsi qu'à Rome étaient relayés ceux qui portaient la mère si belle, lorsqu'elle entra dans la ville éternelle, apportée d'Étrurie au son des fanfares et aux adorations de tout un peuple. Cette exhibition de la tulipe, c'était un hommage rendu par tout un peuple sans culture et sans goût, au goût et à la culture des chefs célèbres et pieux, dont ils savaient jeter le sang au pavé fangeux du Buitenhof, sauf plus tard à inscrire les noms de ses victimes sur la plus belle pierre du panthéon hollandais. Il était convenu que le prince statutaire distribuerait certainement lui-même le prix de 100 000 florins, ce qui intéressait tout le monde en général, et qu'il prononcerait peut-être un discours, ce qui intéressait en particulier ses amis et ses ennemis. En effet, dans les discours les plus indifférents des hommes politiques, les amis ou les ennemis de ces hommes veulent toujours y voir reluire et croient toujours pouvoir interpréter par conséquent un rayon de leur pensée. Comme si le chapeau de l'homme politique n'était pas un boisseau destiné à intercepter toute lumière. Enfin, ce grand jour tant attendu du 15 mai 1673 était donc arrivé, et Harlem tout entière, renforcée de ses environs, s'était rangée le long des beaux arbres du bois, avec la résolution bien arrêtée de n'applaudir cette fois ni les conquérants de la guerre, ni ceux de la science, mais tout simplement ceux de la nature, qui venaient de forcer cette inépuisable mer à l'enfantement, jusqu'alors cru impossible, de la tulipe noire. Mais rien ne tient moins chez les peuples que cette résolution prise de n'applaudir que telle ou telle chose. Quand une ville est en train d'applaudir, c'est comme lorsqu'elle est en train de siffler. Elle ne sait jamais où elle s'arrêtera. Elle applaudit donc d'abord Van Seystens et son bouquet. Elle applaudit ses corporations. Elle s'applaudit elle-même. Et enfin, avec toute justice cette fois, avouons-le, elle applaudit l'excellente musique que les musiciens de la ville prodiguaient généreusement à chaque halte. Tous les yeux cherchaient après l'héroïne de la fête, qui était la tulipe noire, le héros de la fête, qui, tout naturellement, était l'auteur de cette tulipe. Ce héros paraissait à la suite du discours que nous avons vu le bon Van Seystens élaborer avec tant de conscience. Ce héros eût produit certes plus d'effet que le statutaire lui-même. Mais pour nous, l'intérêt de la journée n'est ni dans ce vénérable discours de notre ami Van Seystens, si éloquent qu'il fût, ni dans les jeunes aristocrates endimanchés croquant leurs lourds gâteaux, ni dans les pauvres petits plébéiens à demi nus, grignotant des anguilles fumées, pareils à des bâtons de vanille. L'intérêt n'est même pas dans ces belles hollandaises au teint rose et au sein blanc, ni dans les mynheers gras et trapus qui n'avaient jamais quitté leur maison, ni dans les maigres et jaunes voyageurs arrivant de Ceylan ou de Java, ni dans la populace altérée qui avale, en guise de rafraîchissement, le concombre confit dans la saumure. Non, pour nous, l'intérêt de la situation, l'intérêt puissant, l'intérêt dramatique n'est pas là. L'intérêt est dans une figure rayonnante et animée qui marche au milieu des membres du comité d'horticulture. L'intérêt est dans ce personnage fleuri à la ceinture, peigné, lissé, tout d'écarlate vêtu, couleur qui fait ressortir son poil noir et son teint jaune. Ce triomphateur rayonnant, enivré, ce héros du jour destiné à l'insigne honneur de faire oublier le discours de Van Seystens et la présence du statutaire, c'est Isaac Boxtel, qui voit marcher en avant de lui,
À sa droite, sur un coussin de velours, la tulipe noire, sa prétendue fille. À sa gauche, dans une vaste bourse, les 100 000 florins en belle monnaie d'or reluisante, étincelante, et qui a pris le parti de loucher en dehors pour ne pas les perdre un instant de vue. De temps en temps, Boxtel hâte le pas pour aller frotter son coude à celui de Van Seyssens. Boxtel prend à chacun un peu de sa valeur pour en composer une valeur à lui, comme il a volé à Rosa sa tulipe pour en faire sa gloire et sa fortune. Encore un quart d'heure au reste, et le prince arrivera. Le cortège fera halte au dernier reposoir. La tulipe étant placée sous son trône, le prince, qui cède le pas à sa rivale dans l'adoration publique, prendra un vélin magnifiquement enluminé, sur lequel est écrit le nom de l'auteur, et il proclamera à haute et intelligible voix qu'il a été découvert une merveille, que la Hollande, par l'intermédiaire de lui, Boxtel, a forcé la nature à produire une fleur noire, et que cette fleur s'appellera désormais Tulipa nigra boxtelea. De temps en temps, cependant, Boxtel quitte pour un moment des yeux la tulipe et la bourse et regarde timidement dans la foule, car dans cette foule, il redoute par-dessus tout d'apercevoir la pâle figure de la belle Frisonne. Ce serait un spectre, on le comprend, qui troublerait sa fête, ni plus ni moins que le spectre de Banquo troubla le festin de Macbeth. Et, hâtons-nous de le dire, ce misérable qui a franchi un mur qui n'était pas son mur, qui a escaladé une fenêtre pour entrer dans la maison de son voisin, qui, avec une fausse clé, a violé la chambre de Rosa, cet homme qui a volé enfin la gloire d'un homme et la dot d'une femme, cet homme ne se regarde pas comme un voleur. Il a tellement veillé sur cette tulipe, il l'a suivie si ardemment du tiroir du séchoir de Cornelius jusqu'à l'échafaud du Buitenhof, de l'échafaud du Buitenhof à la prison de la forteresse de Loevestein, il l'a si bien vue naître et grandir sur la fenêtre de Rosa, il a tant de fois réchauffé l'air autour d'elle avec son souffle, que nul n'en est plus l'auteur que lui-même. Quiconque à cette heure lui prendrait la tulipe noire, la lui volerait. Mais il n'aperçut point Rosa. Il en résulta que la joie de Boxtel ne fut pas troublée. Le cortège s'arrêta au centre d'un rond-point dont les arbres magnifiques étaient décorés de guirlandes et d'inscriptions. Le cortège s'arrêta au son d'une musique bruyante, et les jeunes filles de Harlem parurent pour escorter la tulipe jusqu'au siège élevé qu'elle devait occuper sur l'estrade, à côté du fauteuil d'or de son Altesse le Statuaire. Et la tulipe orgueilleuse, hissée sur son piédestal, domina bientôt l'assemblée, qui battit des mains et fit retentir les échos de Harlem d'un immense applaudissement. Fin du chapitre 31, enregistré par Ezwa, en Belgique, en octobre 2020. Chapitre 32 de La Tulipe Noire d'Alexandre Dumas. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 32. Une dernière prière. En ce moment solennel, et comme ces applaudissements se faisaient entendre, un carrosse passait sur la route qui borde le bois, et suivait lentement son chemin à cause des enfants refoulés hors de l'avenue d'arbres par l'empressement des hommes et des femmes. Ce carrosse, poudreux, fatigué, criant sur ses essieux, renfermait le malheureux Van Baerle à qui, par la portière ouverte, commençait de s'offrir le spectacle que nous avons essayé, bien imparfaitement sans doute, de mettre sous les yeux de nos lecteurs. Cette foule, ce bruit, ce miroitement de toutes les splendeurs humaines et naturelles, éblouirent le prisonnier comme un éclair qui serait entré dans son cachot. Malgré le peu d'empressement qu'avait mis son compagnon à lui répondre lorsqu'il l'avait interrogé sur son propre sort, il se hasarda à l'interroger une dernière fois sur tout ce remue-ménage qu'au premier abord il devait et pouvait croire lui être totalement étranger. « Qu'est-ce que cela, je vous prie, monsieur le lieutenant ?» demanda-t-il à l'officier chargé de l'escorter. « Comme vous pouvez le voir, monsieur, répliqua celui-ci, c'est une fête. »« Ah, une fête !» dit Cornelius de ce ton lugubrement indifférent d'un homme à qui nulle joie de ce monde n'appartient plus depuis longtemps.
Puis, après un instant de silence, et comme la voiture avait roulé quelques pas, « La fête patronale de Harlem ?» demanda-t-il, « car je vois bien des fleurs. » « C'est en effet une fête où les fleurs jouent le principal rôle, monsieur. »« Oh, les doux parfums! Oh, les belles couleurs !» s'écria Cornelius. « Arrêtez, que monsieur voie !» dit avec un de ces mouvements de douce pitié qu'on ne trouve que chez les militaires, l'officier au soldat chargé du rôle de postillon. « Oh, merci, monsieur, de votre obligeance, » repartit mélancoliquement Van Barle. « Mais ce m'est une bien douloureuse joie que celle des autres. Épargnez-la-moi donc, je vous prie. »« À votre aise. Marchons alors. J'avais commandé qu'on arrêtât parce que vous me l'aviez demandé, et ensuite parce que vous passiez pour aimer les fleurs, celles surtout dont on célèbre la fête aujourd'hui. »« Et de quelles fleurs célèbre-t-on la fête aujourd'hui, monsieur ?»« Celle des tulipes. »« Celle des tulipes ?» s'écria Van Barle. « C'est la fête des tulipes aujourd'hui ?»« Oui, monsieur. Mais puisque ce spectacle vous est désagréable, marchons. » Et l'officier s'apprêta à donner l'ordre de continuer la route. Mais Cornelius l'arrêta, un doute douloureux venait de traverser sa pensée. « Monsieur, » demanda-t-il d'une voix tremblante, « serait-ce donc aujourd'hui que l'on donne le prix ?»« Le prix de la tulipe noire, oui. » Les joues de Cornelius s'empourprèrent. Un frisson courut par tout son corps. La sueur perla sur son front. Puis, réfléchissant que, lui et sa tulipe absents, la fête avorterait sans doute faute d'un homme et d'une fleur à couronner. « Hélas, dit-il, tous ces braves gens seront aussi malheureux que moi, car ils ne verront pas cette grande solennité à laquelle ils sont conviés, ou du moins, ils la verront incomplète. Que voulez-vous dire, monsieur ? » « Je veux dire que jamais, dit Cornelius en se rejetant au fond de la voiture, excepté par quelqu'un que je connais, la tulipe noire ne sera trouvée. »« Alors, monsieur, dit l'officier, ce quelqu'un que vous connaissez l'a trouvée, car ce que tout Harlem contemple en ce moment, c'est la fleur que vous regardez comme introuvable. »« La tulipe noire !» s'écria Van Barle en jetant la moitié de son corps par la portière. « Où cela ? Où cela ? » ?»« Là-bas, sur le trône, voyez-vous ? » »« Je vois. »« Allons, monsieur, dit l'officier. Maintenant, il faut partir. »« Oh, par pitié, par grâce, monsieur, dit Van Barle. Oh, ne m'emmenez pas. Laissez-moi regarder encore. Comment, ce que je vois là-bas est la tulipe noire, bien noire ? Est-ce possible ? Oh, monsieur, l'avez-vous vue ? Elle doit avoir des taches, elle doit être imparfaite, elle est peut-être teinte en noir seulement. Oh, si j'étais là, je saurais bien le dire, moi, monsieur. Laissez-moi descendre, laissez-moi la voir de près, je vous prie. Êtes-vous fou, monsieur ? Le puis-je ? Je vous en supplie. Mais vous oubliez que vous êtes prisonnier. Je suis prisonnier, il est vrai, mais je suis un homme d'honneur. Et sur mon honneur, monsieur, je ne me sauverai pas, je ne tenterai pas de fuir. Laissez-moi seulement regarder la fleur. Mais mes ordres, monsieur. Et l'officier fit un nouveau mouvement pour ordonner aux soldats de se remettre en route. Cornelius l'arrêta encore. « Oh, soyez patient, soyez généreux, toute ma vie repose sur un mouvement de votre pitié. Hélas, ma vie, monsieur, elle ne sera probablement pas longue maintenant. Ah, vous ne savez pas, monsieur, ce que je souffre. Vous ne savez pas, monsieur, tout ce qui se combat dans ma tête et dans mon cœur. Car enfin, continua Cornelius avec désespoir, si c'était ma tulipe à moi, si c'était celle que l'on a volée à Rosa. Oh, monsieur, comprenez-vous bien ce que c'est que d'avoir trouvé la tulipe noire, de l'avoir vue un instant, d'avoir reconnu qu'elle était parfaite, que c'était à la fois un chef-d'œuvre de l'art et de la nature, et de la perdre à tout jamais ? Oh, il faut que je sorte, monsieur, il faut que j'aille la voir. Vous me tuerez après si vous voulez, mais je la verrai, je la verrai. Taisez-vous, malheureux, et rentrez vite dans votre carrosse, car voici l'escorte de son Altesse le statutaire qui croise la vôtre, et si le prince remarquait un scandale, entendait un bruit, c'en serait fait de vous et de moi. » Van Barle, encore plus effrayé pour son compagnon que pour lui-même, se rejeta dans le carrosse, mais il ne put y tenir une demi-minute, et les 20 premiers cavaliers étaient à peine passés qu'il se remit à la portière, en gesticulant et en suppliant le statutaire juste au moment où celui-ci passait. Guillaume, impassible et simple comme d'ordinaire,
se rendait à la place pour accomplir son devoir de président. Il avait à la main son rouleau de vélin qui était, dans cette journée de fête, devenu son bâton de commandement. Voyant cet homme qui gesticulait et qui suppliait, reconnaissant aussi peut-être l'officier qui accompagnait cet homme, le prince statutaire donna l'ordre d'arrêter. À l'instant même, ses chevaux frémissant sur leurs jarrets d'acier firent halte à 6 pas de Van Barle, encagé dans son carrosse. « Qu'est-ce que cela ?» demanda le prince à l'officier qui, au premier ordre du statutaire, avait sauté en bas de la voiture et qui s'approchait respectueusement de lui. « Monseigneur, dit-il, c'est le prisonnier d'État que, par votre ordre, j'ai été chercher à Loevestein et que je vous amène à Haarlem, comme votre Altesse l'a désiré. » « Que veut-il » ?»« Il demande avec instance qu'on lui permette d'arrêter un instant ici. »« Pour voir la tulipe noire, monseigneur !» cria Van Barle en joignant les mains. « Et après, quand je l'aurai vue, quand j'aurai su ce que je dois savoir, je mourrai s'il le faut. Mais en mourant, je bénirai votre Altesse miséricordieuse, intermédiaire entre la divinité et moi, votre Altesse qui permettra que mon œuvre ait eu sa fin et sa glorification. » C'était, en effet, un curieux spectacle que celui de ces deux hommes, chacun à la portière de son carrosse, entourés de leurs gardes, l'un tout-puissant, l'autre misérable, l'un près de monter sur son trône, l'autre se croyant près de monter sur son échafaud. Guillaume avait regardé froidement Cornélius et entendu sa véhémente prière. Alors, s'adressant à l'officier, « Cet homme, dit-il, est le prisonnier rebelle qui a voulu tuer son geôlier à Loevestein ?» Cornélius poussa un soupir et baissa la tête. Sa douce et honnête figure rougit et pâlit à la fois. Ces mots du prince omnipotent, omniscient, cette infaillibilité divine qui, par quelque messager secret et invisible au reste des hommes, savait déjà son crime, lui présageaient non seulement une punition plus certaine, mais encore un refus. Il n'essaya point de lutter, il n'essaya point de se défendre. Il offrit au prince ce spectacle touchant d'un désespoir naïf, bien intelligible et bien émouvant pour un si grand cœur et un si grand esprit que celui qui le contemplait. « Permettez au prisonnier de descendre, » dit le statutaire, « et qu'il aille voir la tulipe noire, bien digne d'être vue au moins une fois. »« Oh !» fit Cornélius près de s'évanouir de joie et chancelant sur le marchepied du carrosse. « Oh, monseigneur !» Et il suffoqua, et sans le bras de l'officier qui lui prêta son appui, c'est à genoux et le front dans la poussière que le pauvre Cornélius eut remercié son Altesse. Cette permission donnée, le prince continua sa route dans le bois, au milieu des acclamations les plus enthousiastes. Il parvint bientôt à son estrade, et le canon tonna dans les profondeurs de l'horizon. Fin du chapitre 32, enregistré par Ezois en Belgique en octobre 2020. Conclusion de La Tulipe Noire d'Alexandre Dumas. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Conclusion. Van Barle, conduit par 4 gardes qui se frayaient un chemin dans la foule, perça obliquement vers la tulipe noire, que dévoraient ses regards de plus en plus rapprochés. Il la vit enfin, la fleur unique qui devait, sous des combinaisons inconnues de chaud, de froid, d'ombre et de lumière, apparaître un jour pour disparaître à jamais. Il la vit à 6 pas. Il en savoura les perfections et les grâces. Il la vit derrière les jeunes filles qui formaient une garde d'honneur à cette reine de noblesse et de pureté. Et cependant, plus il s'assurait par ses propres yeux de la perfection de la fleur, plus son cœur était déchiré. Il cherchait tout autour de lui pour adresser une question, une seule. Mais partout des visages inconnus, partout l'attention s'adressant au trône sur lequel venait de s'asseoir le statutaire. Guillaume, qui attirait l'attention générale, se leva, promena un tranquille regard sur la foule enivrée, et son œil perçant s'arrêta tour à tour sur les 3 extrémités d'un triangle formé en face de lui par 3 intérêts et par 3 drames bien différents. À l'un des angles, Boxtel,
Frémissant d'impatience et dévorant de toute son attention le prince, les florins, la tulipe noire et l'assemblée. À l'autre, Cornélius haletant, muet, n'ayant de regard, de vie, d'amour que pour la tulipe noire, sa fille. Enfin, au troisième, debout sur un gradin parmi les vierges de Harlem, une belle frisonne, vêtue de fine laine rouge brodée d'argent et couverte de dentelles tombant à flots de son casque d'or. Rosa, enfin, qui s'appuyait, défaillante et l'œil noyé, au bras d'un des officiers de Guillaume. Le prince alors, voyant tous ses auditeurs dispersés, déroula lentement le vélin, et d'une voix calme, nette, bien que faible, mais dont pas une note ne se perdait, grâce au silence religieux qui s'abattit tout à coup sur les 50 000 spectateurs et enchaîna leur souffle à ses lèvres. « Vous savez, dit-il, dans quel but vous avez été réunis ici. Un prix de 100 000 florins a été promis à celui qui trouverait la tulipe noire. La tulipe noire, et cette merveille de la Hollande est là, exposée à vos yeux. La tulipe noire a été trouvée, et cela dans toutes les conditions exigées par le programme de la Société horticole de Harlem. L'histoire de sa naissance et le nom de son auteur seront inscrits au livre d'honneur de la ville. Faites approcher la personne qui est propriétaire de la tulipe noire. » Et en prononçant ces paroles, le prince, pour juger de l'effet qu'elles produiraient, promena son clair regard sur les 3 extrémités du triangle. Il vit Boxtel s'élancer de son gradin. Il vit Cornélius faire un mouvement involontaire. Il vit enfin l'officier chargé de veiller sur Rosa la conduire, ou plutôt la pousser devant son trône. Un double cri partit à la fois à la droite et à la gauche du prince. Boxtel foudroyé, Cornélius éperdu, avaient tous deux crié « Rosa, Rosa !»« Cette tulipe est bien à vous, n'est-ce pas, jeune fille ?» dit le prince. « Oui, monseigneur, » balbutia Rosa qu'un murmure universel venait de saluer en sa touchante beauté. « Oh !» murmura Cornélius. « Elle mentait donc lorsqu'elle disait qu'on lui avait volé cette fleur ? Oh ! Voilà donc pourquoi elle avait quitté Louvestein ? Oh, oubliée, trahie par elle que je croyais ma meilleure amie ? Oh !» gémit Boxtel de son côté, « je suis perdu. » « Cette tulipe, poursuivit le prince, portera donc le nom de son inventeur et sera inscrite au catalogue des fleurs sous le titre de Tulipa nigra rosa barlensis, à cause du nom de Van Baerle, qui sera désormais le nom de femme de cette jeune fille. » Et en même temps, Guillaume prit la main de Rosa et la mit dans la main d'un homme qui venait de s'élancer, pâle, étourdi, écrasé de joie, au pied du trône, en saluant tour à tour son prince, sa fiancée, et Dieu qui, du fond du ciel azuré, regardait en souriant le spectacle de 2 cœurs heureux. En même temps aussi tombait aux pieds du président Van Seystens un autre homme frappé d'une émotion bien différente. Boxtel, anéanti sous la ruine de ses espérances, venait de s'évanouir. On le releva, on interrogea son pouls et son cœur. Il était mort. Cet incident ne troubla point autrement la fête, attendu que ni le président ni le prince ne parurent s'en préoccuper beaucoup. Cornélius recula épouvanté. Dans son voleur, dans son faux Jacob, il venait de reconnaître le vrai Isaac Boxtel, son voisin que, dans la pureté de son âme, il n'avait jamais soupçonné un seul instant d'une si méchante action. Ce fut, au reste, un grand bonheur pour Boxtel que Dieu lui eût envoyé si à propos cette attaque d'apoplexie foudroyante qu'elle l'empêcha de voir plus longtemps des choses si douloureuses pour son orgueil et son avarice. Puis, au son des trompettes, la procession reprit sa marche sans qu'il y eût rien de changé dans son cérémonial, sinon que Boxtel était mort et que Cornélius et Rosa, triomphants, marchaient côte à côte et la main de l'un dans la main de l'autre. Quand on fut rentré à l'hôtel de ville, le prince montrant du doigt à Cornélius la bourse aux 100 000 florins d'or, « On ne sait trop, dit-il,
par qui est gagné cet argent, si c'est par vous ou si c'est par Rosa, car si vous avez trouvé la tulipe noire, elle l'a élevée et fait fleurir. Aussi ne l'offrira-t-elle pas comme dot, ce serait injuste. D'ailleurs, c'est le don de la ville de Harlem à la tulipe. Cornélius attendait pour savoir où voulait en venir le prince. Celui-ci continua. Je donne à Rosa 100 000 florins, qu'elle aura bien gagnés et qu'elle pourra vous offrir. Ils sont le prix de son amour, de son courage et de son honnêteté. Quant à vous, monsieur, grâce à Rosa encore, qui a apporté la preuve de votre innocence, et en disant ces mots, le prince tendit à Cornélius le fameux feuillet de la Bible sur lequel était écrite la lettre de Corneille de Witt et qui avait servi à envelopper le 3e cailleux. Quant à vous, l'on s'est aperçu que vous aviez été emprisonné pour un crime que vous n'aviez pas commis. C'est vous dire non seulement que vous êtes libre, mais encore que les biens d'un homme innocent ne peuvent être confisqués. Vos biens vous sont donc rendus. Monsieur Van Baerle, vous êtes le filleul de monsieur Corneille de Witt et l'ami de monsieur Jean. Restez digne du nom que vous a confié l'un sur les fonds du baptême et de l'amitié que l'autre vous avait vouée. Conservez la tradition de leurs mérites à tous deux, car ces messieurs de Witt, mal jugés, mal punis, dans un moment d'erreur populaire, étaient 2 grands citoyens dont la Hollande est fière aujourd'hui. Le prince, après ces 2 mots qu'il prononça d'une voix émue contre son habitude, donna ses 2 mains à baiser aux 2 époux, qui s'agenouillèrent à ses côtés. Puis, poussant un soupir, « Hélas, dit-il, vous êtes bien heureux, vous, qui peut-être rêvant la vraie gloire de la Hollande et surtout son vrai bonheur, ne cherchez à lui conquérir que de nouvelles couleurs de tulipes. » Et jetant un regard du côté de la France, comme s'il eût vu de nouveaux nuages s'amonceler de ce côté-là, il remonta dans son carrosse et partit. De son côté, Cornélius, le même jour, partit pour Dordrecht avec Rosa qui, par la vieille Zug, qu'on lui expédia en qualité d'ambassadeur, fit prévenir son père de tout ce qui s'était passé. Ceux qui, grâce à l'exposé que nous avons fait, connaissent le caractère du vieux Griffus, comprendront qu'il se réconcilia difficilement avec son gendre. Il avait sur le cœur les coups de bâton reçus. Il les avait comptés par les meurtrissures. Il montait, disait-il, à 41. Mais il finit par se rendre, pour n'être pas moins généreux, disait-il, que son Altesse le statutaire. Devenu gardien de tulipes, après avoir été geôlier d'hommes, il fut le plus rude geôlier de fleurs qu'on eût encore rencontré dans les Flandres. Aussi fallait-il le voir, surveillant les papillons dangereux, tuant les mulots et chassant les abeilles trop affamées. Comme il avait appris l'histoire de Boxtel et qu'il était furieux d'avoir été la dupe du faux Jacob, ce fut lui qui démolit l'observatoire élevé jadis par l'envieux derrière le sycomore. Car l'enclos de Boxtel, vendu à l'encan, s'enclava dans les plates-bandes de Cornélius, qui s'arrondit de façon à défier tous les télescopes de Dordrecht. Rosa, de plus en plus belle, devint de plus en plus savante, et au bout de 2 ans de mariage, elle savait si bien lire et écrire qu'elle put se charger seule de l'éducation de 2 beaux enfants qui lui étaient poussés au mois de mai 1674 et 1675 comme des tulipes, et qui lui avaient donné bien moins de mal que la fameuse fleur à laquelle elle devait de les avoir. Il va sans dire que l'un étant garçon et l'autre une fille, le premier reçut le nom de Cornélius et la seconde celui de Rosa. Van Baerle resta fidèle à Rosa comme à ses tulipes. Toute sa vie, il s'occupa du bonheur de sa femme et de la culture des fleurs, culture grâce à laquelle il trouva un grand nombre de variétés qui sont inscrites au catalogue hollandais. Les 2 principaux ornements de son salon étaient dans 2 grands cadres d'or, ces 2 feuillets de la Bible de Corneille de Witt. Sur l'un, on se le rappelle, son parrain lui avait écrit de brûler la correspondance du marquis de Louvois. Sur l'autre, il avait légué à Rosa le cailleux de la tulipe noire, à la condition qu'avec sa dot de 100 000 florins, elle épouserait un beau garçon de 26 à 28 ans, qu'il aimerait et qu'elle aimerait. Condition qui avait été scrupuleusement remplie, quoique Cornélius ne fût point mort,
et justement parce qu'il n'était point mort. Enfin, pour combattre les envieux à venir, dont la Providence n'aurait peut-être pas eu le loisir de le débarrasser comme elle avait fait de Meinherr Isaac Boxtel, il écrivit au-dessus de sa porte ce vers, que Grotius avait gravé, le jour de sa fuite, sur le mur de sa prison. On a quelquefois assez souffert pour avoir le droit de ne jamais dire « Je suis trop heureux ». Fin de la conclusion. Enregistré par Ezoa, en Belgique, en octobre 2020. Fin de La Tulipe Noire d'Alexandre Dumas.